faire son selfie pour Instagram et exister à travers une réussite comme celle de l'Everest par exemple. Mais ça n'a aucun sens. Il n'y a pas plus absurde que d'être alpiniste en fait. On part d'en bas, on monte et on redescend au point de départ. Donc c'est complètement stupide. On était 42, il y en a 16 qui sont morts en montagne. C'est pas un risque minime, c'est un risque gigantesque. Demain on aura des catastrophes qui seront importantes. C'est écrit. Eh bien écoutez, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu peux me faire une toute petite faveur, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, mais aussi de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube, puisque la version vidéo existe maintenant. Aujourd'hui, je suis dans un cadre très spécial. Je suis actuellement dans les Alpes, plus précisément à Chamonix, accompagné donc de monsieur Blaise Agresti. Blaise, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Tom. Bonjour. Ça fait très plaisir de te recevoir. On s'est contacté donc via LinkedIn. Je suis tombé sur ton profil assez par hasard. Pour la petite anecdote, juste avant de commencer, je recherchais quelque chose normalement dans le milieu des avalanches, dans le milieu des catastrophes naturelles. Et je suis tombé sur ton profil et je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Et en plus, je suis allé voir ton LinkedIn, tout ça, c'est très bien. On parlera un petit peu de ton entreprise aussi, ça m'intéresse beaucoup. Juste avant que l'épisode ne commence, donc à toi, Blaise, tu as dû le lire rapidement sur le script. Et puis, bon, celles et ceux qui ont l'habitude de l'écouter, vous le savez. Mais pour tous les nouveaux et nouvelles qui arriveraient, il y a un concept qui s'appelle le Who I Am en début d'épisode, qui consiste tout simplement à présenter l'invité, donc ici Blaise, à la première personne. Donc en fait, je me présente directement à sa place, pour que je te mâche le travail entre grosses guillemets. C'est sympa, c'est très gentil. C'est un gros travail, c'est ce qui me prend vraiment le plus de temps. Chaque fois, je prends vraiment le temps de trouver les mots, de structurer les choses, de vraiment faire les choses au carré. Donc je te propose de te le lire et t'hésites pas, si toutefois il y a des choses qui ne vont pas, tu corrigeras par la suite avec grand plaisir. Voilà, donc mettez vos oreilles en grand les amis, et puis pour celles et ceux qui nous regardent, eh bien, regardez, vous verrez, c'est sympa. Bonjour à tous, je me nomme Blaise Agresti. Enchanté de faire la connaissance de tous les fidèles auditeurs de Toms aujourd'hui. Le sujet du secourisme en montagne sera de prime abord lors de ce duo, afin de pouvoir vous partager d'innombrables expériences, aussi bien en tant qu'expert, dirigeant, écrivain, ou bien encore formateur à ce sujet. Si vous le voulez bien maintenant, permettez-moi de partir de mes racines jusqu'à aujourd'hui pour que vous compreniez davantage ce parcours enrichissant, bercé par les hauteurs faramineuses des Alpes. Dès mon plus jeune âge, j'ai grandi dans un monde en hauteur, hauts en altitude, en compagnie de cette exaltation provenant de mes parents, fascinés par l'exploration et l'aventure. C'est donc naturellement découlé mes premières expériences insaisissables. La montée du Mont Blanc, la pratique de l'escalade en elle-même, ou bien encore les scoutismes, auprès desquels le sentiment de se sentir utile est né, et où une lueur de ma vocation s'est dessinée, celle du sauvetage en montagne. C'est ainsi que mon parcours académique s'est formé, au travers de plusieurs académies. L'école spéciale militaire de Saint-Cyr, sous d'autres termes l'école de guerre, l'école de la gendarmerie nationale, ainsi que le centre national de ski et d'alpinisme. Très vite, à cette sortie des portes d'établissement, je me retrouve à la tête d'opérations de sauvetage, notamment à travers le prestigieux pôle-ton de la gendarmerie nationale de Chamonix, abrégé PGHM, à l'âge de 27 ans, en étant le plus jeune de mon unité. Une expérience de leadership drôle, spéciale, prématurée peut-être, mais qui était destinée à être la meilleure pour la continuité de mon parcours. J'ai donc pu goûter à mes premières expériences, qui n'ont pas été de tout repos. Arrivé en 98, au sein de la PGHM, les premières interventions se sont avérées difficiles. Avalanche ou bien encore sauvetage prolongé de plusieurs jours, le tout médiatisé par de grandes chaînes de télévision telles que TF1, le stress et les enjeux étaient à leur paroxysme. C'est ici que mes premières valeurs, toujours importantes à mes yeux et au cœur de mes pratiques à l'heure actuelle, se sont avérées. Humilité, autrement dit savoir se remettre en question, et lucidité, la compréhension des risques, aussi bien intérieurs que extérieurs. C'est ainsi que les années se mirent à défiler, enrichies d'expérimentations, aussi bien positives que négatives soient-elles, mais toujours avec cette même finalité, celle de revenir sain et sauf, à la fois pour la personne accidentée, mais également auprès des sauveteurs. Des histoires que j'ai la chance de partager, aussi bien parmi des formations en France et à l'étranger, d'interviews, de podcasts, ou bien encore de mes livres, dans un but d'apprentissage et de sensibilisation. Mais c'est à partir de 2017 que j'ai décidé d'emprunter un autre chemin,
toujours dans un milieu montagnard, mais cette fois-ci à travers la quête de l'entrepreneuriat. Tout d'abord directeur commercial international de l'entreprise nommée Petzl, je ne sais pas si je la prononce bien. Ouais, Petzl, ouais, c'est bien. Ok. Un commerce produisant du matériel de montagne, de sécurité, mais aussi d'accessoires. J'ai voulu créer ma propre voie, mon propre organisme. Une école de management que j'intitule, et attention à mon accent anglais les amis, Mountain Path. C'est pas mal. Ok, ça va. Un lieu, une création, une extension de moi-même que j'ai créé dans un but simple. Résoudre l'aspect managérial des petites et des grandes entreprises grâce à tout mon savoir en tant qu'ancien chef d'opération durant ces 20 dernières années. Des connaissances éloignées de la théorie que je mets à profit par l'intermédiaire d'ateliers, notamment d'expéditions, dans le but de sensibiliser directement l'élève sur le terrain. C'est de là que sont promulguées les valeurs suivantes. Communication, fraternité, camaraderie, collectivité, force d'esprit, le tout dans un but de forger des liens clairvoyants entre chacune des personnes. Une prise de conscience qui se répercute directement sur les décisions de l'entreprise concernée, décisif pour sa longévité, mais aussi auprès des jeunes, grâce à un nouveau concept que je nomme le Boost Camp, principalement visé envers les étudiants. Toutes ces démarches ne sont que la résultante de mes expériences, de mes victoires, de mes échecs, de mes apprentissages, que je retranscris à tous ces dirigeants, à tous ces hommes, à toutes ces femmes, en passant par la sensibilisation, le développement et la concrétisation de leurs projets, le tout sublimé par le paysage alpin. Mesdames, Messieurs, ici Blaise Agresti, enchanté de faire votre connaissance. Bah écoute, bravo Tom Sim pour cette belle écriture avec non en fait c'est marrant parce que je t'écoutais, je me laissais un peu bercer par ta voix. Ok. Et ça m'a fait retraverser ma vie en fait, c'était chouette franchement, bravo. Ouais, ok, bon bah top. Et les mots que tu as retenus, lucidité, humilité, la pédagogie, la transmission, enfin c'est des choses qui sont hyper importantes et de voir la continuité en fait du chemin, de bien voir que tout ça s'enchaîne, c'est logique, c'est pas des expériences qui sont décousues. Et donc, merci pour ça. Bah, je t'en prie avec grand plaisir. Et bah, ma première question qui viendrait naturellement, c'est est-ce que tu es nostalgique de toutes ces années passées, de tout ton passif ? Alors, j'ai éprouvé la nostalgie en quittant le PGHM parce qu'effectivement, c'était un peu un rêve de gosse. Ouais. Et quand on le réalise assez jeune, effectivement, après, il faut s'inventer un après. Bien sûr, ouais. Et j'ai eu, je pense, j'ai encore parfois, à certains moments, un petit parfum de nostalgie, mais il a vraiment, là, ces dernières années, il a vraiment diminué. Okay. Mais il a existé, j'allais dire, et je l'ai résolu par l'écriture. C'est-à-dire que les bouquins que j'ai écrits, c'est une manière, moi, de me replonger dans un certain nombre d'expériences et de les partager. Et donc, la nostalgie, je l'ai un peu résolue par l'écriture de ces livres. Bien sûr. Donc, j'en suis, là, un des principaux livres que j'ai fait sur ce thème-là, il a été réédité 6 fois. D'accord. Donc, c'est quand même un livre qui a une vie, qui sûr. a été réédité l'année dernière. Et l'année dernière, à chaque fois que je faisais une réédition, il y en a eu 3 de réédition. Enfin, il y a eu 3 réimpressions, 3 rééditions. D'accord. Une réédition, on peut changer un peu le texte. Donc, j'ai eu 3 fois l'occasion de changer le texte de ce livre. D'accord. Et donc, l'année dernière, j'ai changé encore une fois. Et quand j'ai fait ce dernier changement, je me suis dit que c'était la dernière fois que je le ferais parce qu'il fallait arrêter ce temps de la nostalgie. À un moment, il faut être capable de mettre un point. Bien sûr. Et tourner la page et passer à autre chose. Donc, je pense que j'ai fait ce travail l'année dernière. Donc, c'est vieux, hein, ça a pris du temps. Ouais, c'est récent, du coup. Voilà, donc c'est récent. Et donc, ça a pris du temps de tourner cette page. Et en même temps, voilà, maintenant, je suis assez clair avec tout ça. Je suis sur d'autres étapes de vie. D'accord. Et c'était lequel de livre en question où tu as fait plusieurs éditions ? In Extremis. In Extremis. Une histoire du secours en montagne à Chamonix. D'accord. Ok. Qui est un livre dont je suis fier parce qu'il est l'héritage collectif en fait de cette unité. Mm-hmm. Et il y a beaucoup d'histoires très très poignantes en fait. Franchement, c'est un beau livre et j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Ok, donc c'est, on va dire, le point central parmi tous les livres que tu aurais fait. Vraiment. Ouais, tout à fait. Okay. Alors là, il y en a un qu'on vient de sortir avec mon épouse il y a 15 jours. J'avais entendu parler sur tes interviews, sur tes précédentes interviews. Voilà, donc c'est l'histoire de l'alpinisme au féminin. Et là, je rends un peu hommage à ma mère, qui était alpiniste incroyable dans les années 60. Je parle des femmes en général en montagne. J'en suis fier aussi parce qu'on l'a fait à 2. Et ça rend hommage à des femmes qui avaient totalement disparu de l'histoire. Donc ça aussi, c'est un travail qui m'a beaucoup plu. Ok, ça c'est top. Parce que donc ta femme aussi pratique et dans la même passion que toi qui est celle de l'alpinisme ou... Oui, alors elle en vit pas comme un professionnel. Moi, je suis guide de haute montagne. Oui, j'accompagne des clients en montagne, mais elle est passionnée de montagne, d'escalade. On adore partager tous les deux. D'accord. Et notre vie, elle est en montagne en fait. On respire montagne, on voyage montagne, on pense montagne. Voilà, on aime beaucoup cet environnement. Ok, top.
Eh bien écoute, moi la première grande question qui me viendrait, c'est quand tu es sorti donc des portes de l'école, tu t'es retrouvé directement en fait chef de la brigade. Du PGHM. Du Ouais, tout à fait. PGHM, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais. Assez rapidement. Oui, tout à fait. Ok. Au bout de 2 ans après, enfin très rapidement. D'accord. Comment tu l'as vécu ça, globalement, le fait d'arriver étant le plus jeune de ton unité, tu arrives, tu dois entre guillemets poser des ordres, bien que bah, c'est le milieu du leadership, donc c'est compréhensible aussi d'un autre côté, mais tu as quand même cette petite voix dans ta tête qui te dit est-ce que je me sens réellement légitime à le faire? Est-ce que toi, tu avais tout ça? C'est peut-être terrible de naïveté de dire ça, mais en fait, moi, cette question de la légitimité, je me la suis jamais posée. D'accord. En fait, je me suis dit, je suis là. On m'a choisi pour être à la tête de cette unité, c'est qu'il y a quelque chose à y faire. Donc même si je suis le plus jeune, le moins expérimenté, j'avais des choses quand même, mon parcours familial, etc. Bien sûr. Mais en même temps, oui, je pense que c'est pas gênant d'être le plus jeune en fait. Il faut pas croire qu'on n'est pas légitime parce qu'on est le plus jeune. Ça c'est peut-être un message à passer à tout le monde. Il faut pas attendre toujours d'être déjà biaisé par tout un tas de croyances, tout un tas de compétences qu'on croit ne avoir ou ne pas avoir, etc. Non, le champ de l'expérience collective, c'est la question de l'engagement en fait. Est-ce que je m'engage pour faire le mieux possible? Et là, il n'y a pas d'âge. Bien sûr. On peut être plus avancé en carrière et pas être engagé en fait. Donc je pense que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Et comme j'étais pas très compétent et très jeune, je me suis beaucoup appuyé sur les plus anciens. Et si j'avais été plus expert, peut-être je l'aurais été moins. J'aurais moins utilisé l'intelligence collective pour travailler. Donc je pense parfois que d'être moins expert, ça peut être un sacré atout pour mieux diriger. Bien sûr. Donc, tout à fait. Donc c'est plutôt ce ressenti-là. J'ai pas senti non plus que j'ai été mal accueilli non plus par l'équipe. J'ai plutôt été un sentiment d'être bien accueilli malgré tout ce qu'on a évoqué. Bien sûr. Et ce qui fait que l'expérience a été positive. Maintenant, a posteriori, quand je dézoome, les événements qu'on a pu avoir la première année, les grosses avalanches, etc., il manquait probablement quelques compétences quand même. Pour être honnête. J'allais y venir parce que justement, ce dont tu parlais dans ton podcast Les Engagés, tu disais que tu avais eu donc cet événement qui était cette avalanche sur un village. Ça, à ce moment-là, tu étais déjà à la tête du PGHM. Bien sûr, tout à fait. Donc j'ai dirigé ces opérations et là, c'est le rôle du chef du PGHM de diriger ce type de grandes opérations. Ok. Donc tu peux pas déléguer à quelqu'un en disant bien sûr. Non, ça marche pas. D'accord. C'est là où tu n'as pas le choix. Tu dois prendre ta responsabilité. En toute honnêteté, il me manquait une compréhension de pas mal de petites subtilités de l'État français, en fait, dans la manière dont l'État, entre les collectivités, les maires, le préfet, les pompiers, etc., comment tout ça fonctionne, mais non pas sur un papier, sur un plan ou sur un document, mais dans la vraie vie, quoi, en fait, d'avoir la compréhension de toutes les cinétiques de ce type d'événement. Donc, je pense que je gérerais aujourd'hui différemment. Après, j'en ai fait aussi toute ma manière d'enseigner. En fait, j'enseigne beaucoup la gestion de crise, aujourd'hui encore. Et c'est beaucoup fondé sur cette expérience que j'ai vécue où j'étais pas bien préparé. Je me suis dit comment on peut mieux préparer un dirigeant à affronter la crise. Donc ça a été riche d'enseignement pour moi. J'ai pas fait tout bien, ça je le sais. Je sais où j'ai manqué d'anticipation. Et en même temps, j'en ai fait profiter tout le monde. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé d'être honnête avec ce qui a dysfonctionné pour que ça serve à d'autres, en fait, que les gens puissent apprendre sur la base de ces partages d'expérience. Bien sûr, la fameuse humilité dans l'histoire. Il faut, en montagne, c'est fondamental, on est vite ramené à sa juste place. Ouais. La montagne, elle est ce qu'elle est, elle va durer des millions d'années, nous on est de passage. Et voilà, donc en fait, on est obligé d'aborder le sujet avec beaucoup de prudence. Et d'humilité. Oui, bien sûr. Donc c'était ton premier gros événement quand tu étais à la tête de la PGHM. C'était la première année. J'avais même pas eu le temps de me faire mes armes sur d'autres opérations. J'ai eu quelques opérations avant, moins compliquées. Mais à partir de fin janvier 99, pour parler de dates précises, j'ai eu une succession de plusieurs événements, dont un secours qui a duré très longtemps, qui a été aussi compliqué à gérer. Et puis l'avalanche qui a suivi. Donc ça, en un mois, j'ai eu deux grosses histoires qui ont marqué le PGHM aujourd'hui encore. D'accord, ouais, donc t'es bien tombé. Oui, c'est comme ça, c'est le hasard des choses. En fait, c'est ce qui t'a fait les dents aussi quelque part pour. Beaucoup d'apprentissage. Ouais. Oui, et puis j'allais dire aujourd'hui, a posteriori, je pense que c'est des événements qui sont fondateurs de ce que tu es. C'est que c'est pas qu'un impact externe. C'est que ce type d'événements, tu les vis, tu
prends ta responsabilité, tu fais le mieux possible, mais il y a un avant et un après. Ce que tu es en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant qu'homme ou femme, est différent après ce type d'événement. Ça, mais c'est pas grave. Bien sûr. C'est la vie, en fait. Hein. Donc, tu considères pas que tu as eu des échecs dans l'histoire? Alors, moi, je suis quelqu'un de peut-être un peu paradoxal, hein, mais je considère pas que le mot échec a sa place dans la narration d'une vie, en fait. Il y a des erreurs, il y a des apprentissages, mais c'est un système dynamique, en fait. On peut pas... L'échec, ça serait comme un espèce de cul-de-sac où on s'arrêterait. Une fin en soi, oui. Voilà. Donc, si on met ce mot, on s'empêche le mouvement d'apprentissage, le mouvement pour grandir, etc. Donc, je l'utilise jamais, ce mot-là. D'accord. C'était pas dans mon vocabulaire, en fait. Ça m'étonne pas. En tout cas, du peu que j'aurais pu déjà voir de ta part depuis ce début Non, par contre, d'interview. des erreurs, on en fait. Non, mais bien sûr. Voilà. Ça, on est d'accord là-dessus. L'échec, ça voudrait dire que chaque chose aurait eu une destination positive. Non, la chose, elle est comme elle est. C'est qu'on l'avait pas comprise comme elle devait être, comme elle est advenue. Mais si elle est advenue comme ça, c'est pas forcément un échec. Bien sûr. C'est que c'est peut-être la bonne chose en réalité. Oui, parce que c'est ce qui te fait avancer derrière au final. Voilà. Donc non, j'ai vraiment une lecture de fameuse culture de l'échec qui est vraiment plutôt à l'américaine. Alors, c'est pas le moment de parler des États-Unis peut-être plus que ça, mais en tout cas, moi je trouve que les Américains pour ça ils sont incroyables parce qu'ils ont une culture qui s'arrête pas à ça, quoi, qui rebondit. Bien sûr. D'ailleurs, même Trump, hein, si on parle de lui. Il rebondit sans cesse, en fait. Oui. Hein. C'est peut-être ça qui plaît beaucoup au peuple américain, c'est d'avoir une espèce de phénix qui renaît de ses cendres. Il est accusé, etc. À raison, il est accusé à raison. Il fait des énormes erreurs. Tu peux dire des gros mots, t'inquiète pas. Voilà, des énormes conneries, en fait. Voilà, voire même il commet des fautes pénales, hein, parce que toute la partie harcèlement des femmes, etc. Et puis il renaît de ce truc-là. Et ça fascine le monde. Voilà. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut intégrer. Les individus qui s'arrêtent, qui sont en déprime, qui sont en échec et qui n'arrivent plus à avancer, c'est une tragédie en fait, hein, parce que notre vie elle peut pas s'arrêter à l'échec, c'est pas possible. Bien sûr. C'est une très belle philosophie de vie. Est-ce que tu veux, je le mettrai en ressource dans la description, est-ce que tu veux citer le livre en question? Oui, bien sûr. C'est lequel? Il y a plein de livres. Ah, il y en a plein. Oui, oui, d'accord, je croyais qu'il y en avait un seul. Non, il y a plein de livres qui m'inspirent, mais en tout cas l'idée. Non, je pourrais te donner quelques livres qui m'ont inspiré, bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est une philosophie de vie. Alors, d'abord, il y a les vieux textes. Donc, on parle du stoïcisme, en fait. Oui, hein, Épictète, hein, pour citer un des auteurs du stoïcisme. Et on s'attache à essayer de corriger ce qui dépend de nous. Et on le corrige. Mais ce qui ne dépend pas de nous, on n'en fait pas une histoire. Donc ça, c'est quand même un changement. Et pour les jeunes générations, je pense que c'est quand même un sujet important parce que tu n'es pas responsable, quand tu as 20 ans, du réchauffement climatique, en fait. Donc, tu ne peux pas prendre le fardeau émotionnel des conséquences de ce réchauffement climatique, etc. Donc, tu dois essayer de faire ce qui dépend de toi, mais pas de t'abîmer. Je parle notamment par rapport à tout ce qui est l'impact du climat sur la psychologie des jeunes générations, sur le fait de dire qu'on a une espèce de dépression, de pas scepticisme, mais de dépression qui est liée au climat, par exemple. Bien sûr. Non, tu peux pas te laisser embarquer là-dedans. T'es pas responsable de ça. Fais ce que tu peux pour essayer de changer les choses autour de toi. Et donc ça, c'est vraiment le stoïcisme. Hein, tu agis sur ce qui dépend de toi. Et si on inverse le terme, je t'embête un peu avec ça dès le début, mais c'est parce que ça m'intéresse vraiment. Et qu'on enlève le mot échec, qui n'est pas dans ta liste, mais plutôt on placerait le mot regret. Est-ce que tu as eu des regrets dans ta carrière? Alors moi, je suis un vieux nostalgique de base. Hein. Non, mais alors, en même temps, je suis pas trop à regarder les échecs. Mais en même temps, j'ai de la nostalgie sur des beaux moments, en fait, hein, sur des moments de partage qui sont uniques. En fait, tu sais que dans la vie, il y a des espèces de pépites qui sont des moments. Voilà, ça dure 1 minute, ça dure, et ça, tu peux pas le refaire, en fait. Hein. Et donc, j'ai cette petite nostalgie. Pour le coup, je suis un vrai nostalgique de ces petites pépites qui sont là, elles sont en toi, elles ont vécu. Mais tu sais qu'elles reviendront pas. Voilà. Donc ça peut être quelque chose dans le champ professionnel, dans le champ personnel, voilà. Et ça, j'ai une petite larmounette qui sort de l'œil en pensant à ces moments-là. Je suis un peu dans la nostalgie, tout à fait. Donc j'ai pas le regret, mais j'ai la nostalgie. T'es quelqu'un de très émotionnel. Ah, je pense, quand même. Et est-ce que ça, tu penses que la montagne t'a donné ce caractère-là? Tout ce qui entoure la montagne?
Parce que excuse-moi, je te coupe, mais ceux qui regardent la version vidéo, vous voyez pas, mais derrière on a une très belle vue. C'est les Alpes qu'on voit ici ou pas? C'est le Mont Blanc. C'est le Mont Blanc. On a le Mont Blanc juste au-dessus, les glaciers. Je l'ai jamais vu au-dessus. d'aussi près de ma vie. Non, on est collé aux montagnes là, ici. Donc, Il faudra prendre une image pour les après, gens qui écoutent, leur montrer un petit coup. Tournerai la caméra après, effectivement. Surtout qu'on aura peut-être les couleurs du couchant tout à l'heure. Ah, ça serait très joli, ouais, carrément. Mais oui, est-ce que tu penses que... Parce que c'est quand même un petit coin de paradis, en fait, faut se le dire. Oui, on a de la chance d'être là, bien sûr. C'est un privilège. C'est ça. C'est totalement un privilège, tout à fait. Est-ce que tu penses que ça peut être en lien justement avec ce côté un peu émotionnel que tu as? Moi, dans tous les cas, je ne sais pas ce qui nourrit cette sensibilité. Ce que tu dis sur l'idée que la montagne, elle est belle et que si tu la regardes, elle t'émeut. Donc forcément, si tu n'es pas réceptif à ça, de toute façon, il ne faut pas faire de montagne, en fait, parce que il n'y a pas plus absurde que d'être alpiniste, en fait. On part d'en bas, on monte et on redescend au point de départ. Donc, c'est complètement stupide. Donc, en fait, si en chemin, tu n'as pas des choses qui te nourrissent, la relation aux autres, la camaraderie dans la cordée, et puis la beauté des lieux, enfin, c'est les deux seuls trucs qui te nourrissent, en fait. Bien sûr. Il n'y a rien d'autre, sinon. Il y a des cailloux, il y a de la glace, il y a de l'esthétique, en fait. Voilà. Donc, si tu n'es pas sensible au beau, si tu n'es pas sensible à la relation, c'est même pas la peine de faire de montagne. Voilà. Donc, je pense qu'ayant grandi dans une famille qui était très tournée vers la haute montagne, ils étaient très sensibles à ces deux dimensions, je pense. Je pense que j'ai reçu en transmission familiale cette sensibilité-là. Et en même temps, je sais que c'est un monde où il y a les gens qui meurent vite aussi. Il y a beaucoup d'accidents en montagne. Donc on a aussi la place de cette dimension-là, de la finitude de la vie, en fait. On est quand même dans un environnement où, moi, de ma promotion de guide, on était 42, il y en a 16 qui sont morts en montagne. C'est pas un risque minime, c'est un risque gigantesque. Dans le secours en montagne au PGHM, entre le moment où je suis rentré et sorti, c'était des dizaines de gendarmes qui sont morts en montagne. Des collègues à toi? Des collègues qu'on connaît bien, etc. Donc, en fait, la mort, elle est aussi présente. Donc, en fait, ça crée aussi notre dimension de cette émotion. C'est le rapport à la vie, à la mort, à la finitude, le fait que demain tu peux laisser ta famille et disparaître parce que tu as fait une petite erreur en montagne. On a conscience de cette finitude des choses, en fait. Donc on n'est pas dans un espace-temps qui est ouvert, on est dans des montagnes qui sont belles, dangereuses, et donc ça monte en puissance dans les sentiments, les émotions, etc. Tu concentres dans des moments très courts toutes les émotions de la vie quelque part. De la naissance à la mort presque dans une journée. Bien sûr. Voilà. Entre le sentiment de sortie du refuge le matin qui est la naissance, au coucher du soleil, en fait tu peux passer par plein d'états émotionnels parce que voilà, tu es dans un environnement qui exacerbe. Et du fait que tu étais à la tête de la PGHM, alors c'est une question peut-être un peu dure et j'ai pas envie qu'elle soit tournée dans un sens un peu malsaine, c'est absolument pas le but. Non. Est-ce que tu t'es déjà senti responsable de certaines choses? Bien sûr. Alors que c'était pas forcément le cas. Ah non, mais moi j'ai très clairement en tête un accident dans mon équipe, alors pas au PGHM, mais à l'école qui forme les gendarmes du PGHM, d'un de mes camarades qui est mort dans une crevasse, en fait. Moi j'étais le chef, ou le colonel qui dirigeait l'école, et je sais qu'il a fait une erreur à la fin, et la mort elle est vraiment liée à son erreur, mais en même temps, moi j'avais une responsabilité, parce que j'ai dit oui à quelque chose au début, et j'aurais pu dire non. Et ensuite, il y a eu des choses que j'aurais pu peut-être plus contrôler. Donc, ma responsabilité, au sens au moins de la responsabilité morale, je la ressens et j'y pense souvent. Mais il y a eu plein de choses où je sens que ma responsabilité était là. On n'est pas dans un truc dilué. C'est-à-dire que ce qu'on dit, ce qu'on fait, vraiment ce qu'on dit, ce qu'on fait a un impact sur la vie et la mort des gens. Donc oui, j'ai le sentiment de la responsabilité. Et même aujourd'hui, encore dans mon activité, on emmène des dirigeants en montagne. Ce qu'on fait, nos choix, nos erreurs, peuvent avoir des sacrées conséquences. Donc oui, j'ai le sentiment de la responsabilité toute ma vie. Alors ça, pour le coup, ça m'a jamais quitté. Tu penses que tu le garderas tout le temps? C'est par exemple ce sentiment que tu as eu auprès de ton collègue dès lors que tu étais à l'école? Oui, mais dès que tu mets un pied en montagne, en ayant la connaissance des risques, tu peux pas échapper au sentiment que tu dois quand même porter ta responsabilité, être attentif, vigilant, aider, essayer d'ajuster un point de vue, une analyse, etc. Donc, ouais, ça c'est quelque chose qui m'habite profondément. Ok. Est-ce que tu as déjà, toi, secouru en montagne? Bien sûr. Donc tu as été à la tête, mais tu secoues. Ouais, okay. Tout à fait. Donc ça, c'est le principe de cette unité historiquement. C'est que le patron, il est capable de faire. Donc pour être capable de faire, il faut faire. Donc en fait, de toute... alors, c'était pas le cas peut-être au début.
à la création en 58, ils n'ont pas fait ça pour les patrons, ils étaient peut-être un peu moins impliqués sur le terrain, mais assez rapidement, on a conçu une idée qui était de dire que le chef, il est capable d'être l'ouvrier. D'accord. Et ça, c'est la base du PGHM, en fait, dans sa culture. Donc, un jour, tu es patron, tu es le capitaine qui dirige, et le lendemain, tu es le second d'un adjudant-chef, qui est donc d'un grade inférieur à toi, mais qui va te diriger. Ok. Donc, tu as une espèce de renversement des rôles hiérarchiques D'accord. qui est très sain. Parce qu'en fait, un jour, tu es le chef, le lendemain, tu es l'assistant. Et ça, si on le transposait au monde de l'entreprise, on se rendait compte que c'est extrêmement puissant. Un jour, tu es le chef de projet. Un deuxième jour, tu es l'ingénieur qui amène sa ressource. Ensuite, tu peux... En fait, cette réversibilité du leadership, qui est forte au PGHM, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle met en responsabilité l'ensemble de l'organisation. Tu ne peux pas être toi dans ta tour d'ivoire là-haut. Tout le monde est destin lié, en fait. Donc, c'est extrêmement fort. Ok. Ça, c'était une bonne question que je me posais mais il me semblait que tu avais aussi sauvé. Et moi, ma question qui vient naturellement, c'est puisque tes collègues, eux, certains ne s'en sont pas sortis dans l'histoire, est-ce que toi, tu es déjà passé et est-ce que tu as déjà frôlé la mort? Oui, mais j'allais dire même actuellement dans mon métier de guide, presque chaque année, j'ai une petite alerte, un petit événement où je me rends compte que voilà, c'est pas loin, ça aurait pu se passer, une chute de pierre, une crevasse que j'ai pas vue, je passe dessus, le pont se fragilise mais s'effondre pas. Une avalanche que j'ai pas décryptée qui part un peu mais pas beaucoup, donc il n'y a pas de conséquences, mais voilà, mais en tout cas elle est partie. Donc dans mon parcours de montagne, il y en a eu pas mal. Voilà, j'ai de la chance, je touche du bois et on essaie d'être vigilant. Mais oui, la réalité de l'exposition, je l'ai ressentie, bien sûr. Et ta famille a déjà essayé de te dissuader de ton parcours ou qui se sont inquiétés? Je pense que c'est pas forcément une question à poser parce que ça paraît normal. C'est le cas. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit, écoute, Blaise, peut-être qu'il faudrait penser à changer d'orientation ou... Non, mais mon épouse, en fait, elle me dit, ouais, c'est pas la peine d'en rajouter, en fait. Elle dit, n'en fais pas trop, quoi. Voilà. Sois capable aussi de renoncer, de dire non. Donc oui, le message, je l'ai. J'essaie de le prendre en compte dans mes choix. Je fais des choses peut-être moins difficiles. J'essaie de l'intégrer dans ma réflexion sur mes choix, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Si on retourne un petit peu au sein... N'hésite pas, si tu me dis si tu as ton rendez-vous, on pourra couper. Non, mais écoute, j'aurai un coup de fil, je pense, peut-être à... On verra. Tu me redis, pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est ce fameux hélicoptère, vous en avez un à votre disposition ou vous en avez plusieurs? Deux, en fait. Ici, à Chamonix, il y en a deux. Un à Annecy, il y en a trois en réalité à disposition. D'accord. Pour le département, c'est le même. Le PGHM, c'est une seule unité. Okay. Il y a une base ici à Chamonix, et puis il y a une antenne à Annecy, mais c'est la même unité. D'accord. Et en général, il y a 3 hélicoptères disponibles. Donc c'est une sacrée puissance de frappe en fait, en termes d'opérations. Il y a des journées où il y a plus de 20 opérations de sauvetage dans la journée. C'est énorme. Donc ça monte, ça descend, ça part à droite, ça part à gauche. Donc c'est extrêmement dynamique comme organisation. C'est 1800 sauvetages aujourd'hui en 2024. C'est 1800 sauvetages par an. Le PGHM pour 40 bonhommes ici et 12 à Annecy. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et est-ce que vous faites que les missions de sauvetage ou alors est-ce que vous faites aussi tout ce qui est par exemple mission policière? Alors, le PGHM, il fait le travail d'enquête, mais dans l'univers de la montagne. C'est-à-dire qu'il va aller diagnostiquer un accident, voir ce qui s'est passé, auditionner les guides, les écoles de ski, les écoles de guides, faire toute l'analyse, l'enquête judiciaire et transmettre au procureur de la République. Et donc, on fait ce travail-là aussi, ouais, tout à fait. Donc, il y a le secours, une mission, la police judiciaire, une autre mission, la police administrative, donc l'environnement, faire en sorte de faire respecter la loi, dans les zones protégées, les nuisances, les pollutions, etc. Donc en fait, le PGHM a vraiment toutes ces missions au-delà du secours en montagne, du secours à personne en tant que tel. Ok. Et comment ça se passe alors? Il y a... C'est good? Ouais, c'est bon. Comment ça se passe? Il y a une personne qui appelle, je suppose, directement au PGHM. Ouais. Alors, il y a le 112 qui arrive sur la plateforme 112 qui est à Annecy. D'accord. Qui nous répercute tout de suite l'appel si ça arrive par le 112, si c'est dans les zones de montagne. Donc, ça arrive au PGHM. Soit directement les gens qui appellent le PGHM. Okay. Donc, ça, c'est l'alerte. L'alerte, elle est reçue au bureau avec une équipe de 3 en permanence qui est capable de la réceptionner, de l'analyser. Quand elle est analysée, tout de suite, on décide de la stratégie d'engagement.
Donc ça, c'est étape 2. Okay. Étape 3, l'information elle est passée à la base où il y a les équipes de première alerte qui sont prêts à partir en quelques secondes avec le pilote, le mécanicien, le médecin, les 2 gendarmes d'astreinte de première alerte. Et ça part. Et après, eux, ils s'adaptent, ils essaient de trouver la meilleure stratégie sur le terrain, etc. Mais ouais, c'est une vraie machine opérationnelle entre l'alerte, l'analyse, la décision, l'engagement, le retour d'expérience après a posteriori. Voilà, ça se passe comme ça de manière très rythmée. D'accord. Et toi, donc au sein de cette PGHM, ton rôle, il est où là-dedans? C'est l'analyse et Alors, le fait de transmettre? le patron, il a une première mission, c'est de faire fonctionner la machine. L'hélicoptère, tu veux dire? Non, non. Non. Quand j'ai la machine, c'est le système que j'ai décrit là. Voilà, Okay. à la fois l'unité, que les ressources, le matériel, la logistique, les processus, les entraînements, la préparation, l'organisation, tout ça, ça soit bien conçu. D'accord. Que l'unité soit opérationnelle. Donc le patron, il est garant de ce qu'on appelle la capacité opérationnelle. Donc il faut que ça marche. Voilà, lui, c'est le système qui doit fonctionner. Donc ça veut dire, sur le plan humain, que les gens se coordonnent bien, que les gens ont les bons outils, le bon matériel, etc. Ça, c'est sa mission principale. Ça, c'est toute l'année. Donc tous les jours, il faut qu'il améliore la manière dont cette unité fonctionne. D'accord. Et au fil des années, il faut inventer des nouveaux matériels, des nouvelles solutions, etc. Il est garant de ça. Deuxième mission, c'est quand c'est compliqué, il faut qu'il, lui, garantisse la cohérence de la réponse opérationnelle de l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a une alerte plus compliquée, c'est pas le système normal qui doit fonctionner, c'est un système plus gros, gestion de crise avec un PC avancé, avec des acteurs, des élus, des maires, des préfets, etc. Donc lui, il doit coordonner tout ça pour créer une bulle opérationnelle pour que le secours se passe bien. Et lui, il gère l'ensemble de l'environnement, les ressources, etc. Donc ça relève plutôt de la gestion de crise. C'est un deuxième métier. Et le troisième, de temps en temps, il va prendre l'astreinte et il fait le métier de secouriste pour garder la compétence technique. Et c'est une mission moins compliquée, mais il faut qu'il la réalise pour être au courant de ce qui se passe et puis au contact des équipes. Mais c'est un boulot de dingue. Et donc c'est 3 missions en fait très distinctes en fait. Oui, oui, bien sûr. Oui. Donc c'est un super métier. J'imagine. Mais alors, comment tu fais? T'arrives à t'en sortir mentalement dans tout ça? Il faut que j'aille là, puis ici, puis là. Ouais. Alors c'est vrai qu'il faut un peu de flexibilité mentale, mais moi, alors, pour le coup, ça j'adore. Ok. J'adore changer de casquette, faire tourner la casquette à 90, à 180, etc. Être l'adjoint, après prendre le lead, aller défendre le beefsteak en préfecture pour défendre la position de l'unité, en interservice, en interministériel, faire la com avec les médias nationaux, internationaux, etc. Donc en fait, tu n'arrêtes pas de jongler. Enfin, c'est un des plus beaux jobs managériels des armées, en fait, de toutes les armées confondues, parce qu'il y a peu d'organisations qui ont de l'opérationnel aussi intense, avec un niveau d'engagement très très élevé, des moyens aériens, des moyens médicaux, de l'interservice, de l'international, de la gestion médiatique à ce niveau-là, comme le PGHM ici à Chamonix. Ouais. C'est un grand bravo, parce que je pense que... Non mais là moi je fais que y passer, il y a d'autres qui ont suivi et voilà. Mais t'as quand même 20 ans de carrière derrière toi, enfin plus de 20 ans. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est une belle machine. Voilà. Oui. C'est pas qu'un individu, c'est un collectif qui fait le travail. Ouais. Et justement, on va peut-être en profiter de parler un peu de cet aspect managérial pour parler de ton entreprise, de ton école. Je sais pas si tu préfères le mot école, entreprise. École, c'est bien, j'aime bien école, le mot école, tout à fait. Ça fait plus... comment ça t'est venu en tête, tout ça? Est-ce que si tu veux réexpliquer brièvement aux personnes qui écoutent et qui regardent vraiment en quoi ça consiste avec tes mots, puisque moi je l'ai fait avec les miens, mais peut-être que toi tu veux le dire d'une autre manière. Non, mais tu l'as bien dit. En fait, moi j'ai un parcours opérationnel, une expérience de guide aussi à travers ma vie familiale d'avant, où je me suis rendu compte en fait que pour faire le guide de haute montagne ou le secouriste, en fait, il y avait des règles d'or à respecter, des grands principes. Ces grands principes, j'en ai fait un autre bouquin, on n'a pas parlé, mais qui est plutôt sur des questions de leadership. Et en fait, je me suis dit, mais oui, si on veut accompagner des entreprises, si on veut accompagner des gens qui gèrent des organisations, en fait, la montagne, elle peut être quand même un sacré outil pour leur mettre sur le nez les évidences. Se rendre compte qu'il y a des choses qui sont importantes, d'autres qui le sont moins. Donc c'est ça qui a été l'idée de départ de Mountain Pass. Donc c'est vraiment essayer d'accompagner les organisations. Vous nous en voudrez pas. Non, c'est marrant. C'est les gens les aléas du direct. C'est des gens qui travaillent ici chez Simon, qui sont heureux, donc on peut pas. On peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir, effectivement. Mais effectivement, donc la philosophie de Mountain Pass, c'est d'utiliser la montagne comme un outil d'accompagnement des entreprises, principalement les managers, les dirigeants,
pour qu'ils changent leur perspective sur la manière de diriger, d'engager l'action, de coopérer, etc. Donc en fait, on a un champ qui est extrêmement large, mais par contre, la règle, c'est on commence par des expériences en montagne. C'est-à-dire que si on veut qu'ils apprennent, il faut qu'ils mettent la main dedans. Donc il faut qu'ils s'encordent, il faut qu'ils gravissent un sommet, il faut qu'ils participent à une opération de sauvetage. Et à partir de là, on décrypte ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a ces fameux fondamentaux? On les connaît, mais on essaie de les faire accoucher eux-mêmes de ça. Et puis après, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait garder? Si on retourne demain dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on ferait pour changer un peu les choses? Donc la dernière étape, c'est quand même de les accompagner pour changer leurs pratiques, leur manière de faire dans l'entreprise. Donc j'imagine que, alors, première étape, expédition directement. Ouais. D'accord. Et ensuite... débriefing, analyse, peut-être parfois on fait intervenir des experts pour les éclairer un peu, les faire travailler un peu plus en profondeur, alors les aider à comprendre mieux. Et ensuite, dernière étape, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on met en place de manière pratique. Oui. Voilà. Donc tu as un local, j'imagine, avec ou alors quelque chose que tu loues pour faire tes ateliers, ce genre de alors choses. Nous, on est souvent, alors donc on a ces expériences en montagne, donc c'est la montagne, le glacier, voilà. La nuit en refuge, on aime bien que les gens dorment en refuge, pas dans un hôtel seulement. Et puis après, ça se fait dans des salles de conférences, des salles de réunion, etc. On peut faire les débriefings, etc. Mais on aime bien être dehors. Voilà. Après, on n'est pas toujours dehors. Parfois, on est à Paris aussi, en atelier. Mais on fait ça un peu partout. Ok. Vous allez à Paris pour quelle raison? Pour faire des ateliers, on a pour bâti des grandes entreprises, j'imagine. Ouais, voilà. On a fabriqué des serious games, en fait. C'est que l'expérience qu'on fait vivre à l'extérieur sur le terrain, on peut aussi la faire vivre en salle. C'est moins sympa, mais avec des films, avec des petites mises en situation, les gens peuvent quand même vivre l'expérience de la montagne, y compris à Paris, dans une salle. Donc on essaie de faire ça à travers ce qu'on appelle les serious games, qui est une manière d'apprendre hyper intéressante. Vraiment, ton concept est dingue. J'ai fait donc beaucoup de recherches sur toi hier, etc. C'est vrai que ton entreprise, je ne l'avais pas encore cernée. Je n'avais pas nécessairement compris le message derrière. Mais en fait, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais c'est une idée de génie. Vraiment, c'est gentil. C'est gentil. Alors, je ne sais pas si c'est génie, mais c'est plutôt bon sens paysan. C'est-à-dire de dire... Il fallait y penser, en fait. Non, en fait, c'était de dire, arrêtons de faire du team building à la montagne, c'est-à-dire d'utiliser la montagne comme un lieu de récréation. C'est-à-dire, j'ai bien réussi avec mes commerciaux dans mon entreprise. Je les invite à picoler et à s'amuser, à faire des courses en luge et à la montagne. Non, la montagne, elle est puissante. Elle est fragile. Avec le réchauffement climatique. Elle est un lieu où on concentre un peu les essentiels. Et c'est très adapté au monde qui nous vient, parce que le monde qui vient, il va être plus compliqué. Donc en fait, la montagne est un magnifique... c'est vrai que l'école, le mot école que tu as utilisé me plaît beaucoup, mais l'école, elle est dehors, elle n'est pas dedans. Elle est dans le contact au réel. Ok. J'aimerais venir rapidement sur... j'ai vu que tu en avais parlé, alors je ne sais pas si c'est dans In Extremis ou pas, de sensibiliser les gens en fait de comment en fait ils grimpent, de ce qu'ils essayent de se mettre sous la dent, notamment à travers les réseaux sociaux. Est-ce que alors non mais là c'est un bon sujet que tu abordes, ce qui est un peu de critiquer un peu l'espèce de phénomène à la mode qui est de dire on veut tous aller à l'Everest, on veut tous aller au Mont Blanc. Tu sais la question que je veux te poser. Ouais, non mais je vois bien où tu veux en venir, voilà. Mais effectivement on est aujourd'hui, nous tous, moi le premier, mais pas moi le seul, on est tous sous influence en fait. On pense qu'on a des idées, et on pense qu'on a des idées originales en voulant gravir une montagne par exemple. Et c'est parce qu'on est dans une espèce de flux mainstream. Alors ça commence par des podcasts, ça va par du marketing, etc. Mais en fait tout le monde fait la même chose. Tout le monde veut aller à l'Everest, tout le monde veut aller au Mont Blanc. Mais il y a tellement d'autres montagnes à aller visiter, tellement de choses plus originales mais il faut juste un peu plus de curiosité. Donc moi, ce que je dénonce un peu dans ce qu'on observe en Himalaya, c'est que tout le monde veut faire son selfie pour Instagram et exister à travers une réussite comme celle de l'Everest, par exemple. Mais ça n'a aucun sens. Parce que les gens, ils vont gravir l'Everest, ça sera tout. Ils ne feront plus rien. Ils iront faire le marathon de New York. Ils iront faire les 2-3 trucs qui sont mainstream, comme on dit. Et puis, stop et fin. Donc moi, ce à quoi j'invite les gens qui veulent faire la montagne, c'est à inventer leur propre parcours. C'est-à-dire de creuser en soi les rêves que l'on a, en se disant, mais j'ai envie de faire quoi? De découvrir. C'est l'été, c'est l'hiver, c'est de la neige, c'est du canyon, de l'eau, c'est des glaciers. Pourquoi j'ai envie d'y aller? Avec qui j'ai envie d'y aller? Et à partir de là, on invente son exploration, on invente son expédition. C'est ça la démarche des premiers. Les premiers, ils ont inventé leurs expéditions. Ils n'étaient pas dans des terrains conquis, pas mal. pas pire. mais voilà, donc moi, j'ai plutôt envie d'inviter les gens à réinventer leur propre histoire, en fait. C'est quand même sympa.
Tu l'as regardé le documentaire d'Inoxtag? Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, j'ai bien aimé la manière dont il l'a fait. J'ai pas aimé l'idée qu'il aille à l'Everest. J'ai aimé qu'il aille à l'Amadab Blanc, par exemple, qu'il aille à la Dent du Géant, les 2 premiers sommets qu'il gravit dans le film. C'est génial. S'il n'était pas allé à l'Everest, pour moi, ça aurait été pareil. Ça aurait été même mieux. Et même, comme il a un regard un peu critique sur cet Everest qui est pollué, qui est massifié, etc., finalement, j'ai trouvé bien parce qu'il le montre tel qu'il est, sans en faire une obsession. Et donc, ce film, je l'ai aimé, franchement, pour être honnête. J'ai dit d'ailleurs au guide qui l'a accompagné, la Mathis Dumas, c'était vraiment chouette ce qu'il avait fait en tant que guide. Il avait bien accompagné Inoxtag. Inoxtag avait vraiment fait un cheminement intellectuel de compréhension de ce que c'est que la montagne. Rien à dire. Voilà. Et l'Everest est devenu secondaire en fait dans l'histoire d'Inoxtag. On s'en fout de l'Everest. Oui. En réalité. Bien sûr. C'est le message qui est retranscrit. Le message principal, c'est sortez de vos écrans, bougez, essayez des choses, tentez. C'est ça le message principal. Et ça, il est bien réussi. Donc, parfait. Bon, si je te dis que je ne l'ai pas regardé, ça te choque? Non, mais tu feras partie, il y a 33 millions ou 34 maintenant, donc tu fais partie des résistants, donc c'est très bien. Non, il faudrait que je le regarde un de ces 4. Ouais. Mais je voulais savoir ton avis là-dessus parce que moi, le peu que j'avais vu, c'est que il était quand même beaucoup critiqué. Ouais, beaucoup. Pour ceux qui l'ont pas vu. Oui, mais c'est généralement le peu de négatif qui va à l'avant de tout le négatif parmi tous les avis. Mais moi, j'ai juste pas compris en fait parce que pour moi, juste déjà un jeune qui se donne l'opportunité, la possibilité d'aller gravir quelque chose que beaucoup ne feront jamais. Juste dit ça, j'ai envie de dire bravo. Respect en fait. Il y a même pas. Non, mais je pense que c'était des gens un peu rabat-joie qui ont essayé de dire qu'il y a les vrais alpinistes et puis il y a les autres en fait. Mais c'est terrible de dire ça, de penser qu'il y aurait des vrais alpinistes qui eux seraient dignes de ceci et cela et puis des gens qui n'auraient pas le droit d'y aller. Bien sûr. Donc on est de nouveau dans les classes sociales, dans les interdictions, dans les barrages. Donc non, moi bravo et bravo aux deux, à Inoxtag et Mathis le guide, qui l'a bien conseillé, bien accompagné et qui est une chouette personne aussi. Hein. Ok, bon bah top. Pour ce qui est un petit peu de l'aspect physique, quand tu es rentré dans ton école donc de Saint-Cyr, est-ce que tu as des tests là-bas? Oui. C'est quoi les tests en question? Alors, il y a une épreuve de sport pour entrer à Saint-Cyr, qui est la course à pied, des tractions, monter une corde, nager, etc. Enfin, faire toutes les activités un peu élémentaires, mais c'est assez exigeant quand même. Donc c'est une grande école où il y a du sport pour entrer, c'est très bien. Et bon, de toute façon, moi j'adore le sport depuis tout petit, donc c'était pas un problème. Mais je trouve que dans le sujet aujourd'hui, le grand sujet de nos humanités aujourd'hui, il est là. C'est comment on fait que les gens rebougent. C'est pour ça qu'Inoxtag, je trouve ça très bien qu'il ait bougé. Comment les jeunes sortent, font du sport, reviennent vers la nature, se remettent en mouvement, bougent quoi, de toutes les manières qu'ils veulent. En fait, hein, donc, chose qui est normale à la base, c'est juste on est des êtres. Voilà, on est sédentarisés, on s'est assis, civilisation qui s'est assise. Hein, mais les humains, depuis Lucie, là, il y a 3 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, jusque dans les années 50, ont bougé. C'est à partir des années 50-60 on a commencé à s'asseoir. Voilà, les classes sociales bureaucrates ont émergé petit à petit. Et puis on est beaucoup dans les bureaux. En tout cas, pas tout le monde. Hein, parce qu'une infirmière ou quelqu'un qui fait le travail dans une usine, il est debout. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, je trouve que c'est quand même un sujet important. La santé mentale, santé physique. Et c'est là pour tout le monde. Tu fais quoi comme sport ? Alors, je faisais quand j'étais gamin beaucoup de judo. Je fais une quinzaine d'années de judo, même en compétition. Beaucoup d'escalade encore aujourd'hui. J'adore l'escalade. Du ski de randonnée, de l'alpinisme évidemment. Voilà, la course à pied, nager j'aime bien, faire du canyon, faire du vélo, faire du vélo aussi. Voilà. Course à pied, c'est plus du trail du coup ? Non, alors, là comme j'ai un peu mal au dos là, avec tous les sacs à dos que j'ai portés, je fais plus court, mais on a fait quelques marathons, des choses comme ça quoi. Ah trop bien, t'as fait le marathon de Paris ou pas ? Non, marathon du Mont Blanc ici, qui monte et qui descend beaucoup. Et c'est combien de kilomètres ? C'est 42. Ah oui, tous les marathons, c'est une distance. C'est fixe. C'est fixe. Ah oui, je savais pas, d'accord. Là oui, c'est la distance qui sépare Athènes de la ville de Marathon. D'accord. Exactement, donc 42 et quelques. 42 des boîtes, ouais. Et quelques 42 des boîtes, c'est la distance. En fait, c'est un soldat de l'armée athénienne qui est venu annoncer à Athènes la victoire. Et il a couru et il est mort quasiment en arrivant à Athènes. J'avais entendu ça. Voilà. Donc c'est ça, marathon. Donc c'est cette distance-là. Donc c'est une vieille histoire. D'accord. Ah oui, donc plus difficile, j'imagine, que sans. Ouais, donc bien plus difficile que il y a
4500 mètres de dénivelé, un truc comme ouais, ça. ça n'a rien à voir. Paris, je crois qu'il y n'y en a aucune. C'est plat. Oui, un petit peu, mais pas grand-chose. Ouais. Ouais. Ok. Et pour ce qui est de l'aspect santé, il y a des tests avant les entrées aux écoles? Ah, bien sûr. Oui, il y a santé. On te met le fameux masque sur la... Ou ça, c'est juste... Non, alors là, on voit ça maintenant dans les films, en Himalaya avec ça. Mais pour entrer au BGHM, on fait une bonne visite médicale. Et puis après, les gens les voient sur le terrain. Mais on passe pas sur ce qu'on appelle les tests à l'hypoxie, c'est-à-dire se mettre en situation de carence d'oxygène. Ça, on le fait pas. Peut-être qu'ils le feront plus tard, mais en tout cas, jusqu'à présent, ils l'ont pas fait. Ok. Bon, petite coupure, les amis, on reprend. Peut-être petite question que à la base, j'étais tombé sur ton profil pour ce sujet. C'est au sujet des avalanches. Est-ce que tu t'y connais un petit peu sur ce genre de phénomène? J'imagine que oui. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a une manière de les prédire? Comment est-ce que vous prévenez les populations d'une éventuelle avalanche? Enfin, je pense que c'est plus facile comme ça à dire qu'à faire et qu'à prédire. Mais comment ça fonctionne? C'est une énorme question en fait. Il faut qu'on distingue. Je pense qu'il faut qu'on distingue deux situations. C'est les habitations dans les vallées et avec des avalanches qui arrivent du haut et qui balayent les villages. Il y a des gens qui sont en bas qui connaissent rien à rien, qui sont des habitants. Voilà. Et la situation d'un guide, d'un alpiniste qui circule dans la montagne en haut et qui a une avalanche qui se passe en haut. Donc c'est deux situations qu'il faut vraiment distinguer. Parce que celui qui est en haut, il a le choix de l'itinéraire. Celui qui habite dans sa maison, il n'a pas le choix de l'itinéraire, il est fixé dans sa maison. Donc on voit bien que ce n'est pas le même sujet. Alors celui qui est en haut, il faut qu'il apprenne à la lecture des avalanches en fait. Donc il y a toujours une corrélation entre ce qu'on appelle les conditions niveau météo. Donc niveau, ça veut dire neige, météo. C'est la combinaison des chutes de neige et du vent et des conditions de température en fait. Donc ça, il faut avoir une éducation par rapport à ça pour comprendre ce qui s'est passé depuis des semaines avant qu'on sorte dans la montagne. Il faut comprendre ce qu'on appelle les épisodes niveau météo. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que la neige, elle s'est accumulée depuis le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, etc. Puis des fois, tout part d'un coup. Donc c'est pas la dernière semaine. C'est comprendre l'histoire de la neige. Donc si on arrive quelque part, on voyage, on va faire du ski au Japon ou en Norvège, si on n'a pas un peu questionné les gens localement pour savoir ce qui s'est passé dessous, on peut ne pas comprendre. C'est pas parce qu'il a neigé les 2 derniers jours que ça suffit. Bien sûr. Donc il faut avoir la compréhension de toute la saison. D'accord. Ça, c'est une première grande recommandation. Ensuite, la deuxième chose, pour ceux qui circulent dans la montagne en haut, c'est lié au terrain. C'est la deuxième grande information, c'est selon la pente, si elle est très raide, moyennement raide ou pas raide, c'est pas pareil. Donc en fait, on sait que en dessous de 20 degrés de pente, il n'y a quasiment pas d'avalanche. D'accord. Donc si on skie sur des pentes à 20 degrés, on n'aura jamais d'avalanche. Okay. Sauf si elles sont dominées par des pentes beaucoup plus raides. Donc la deuxième grande chose à apprendre, c'est à lire le terrain, à lire les cartes, à savoir où sont les pentes les plus raides, etc. Donc ça, c'est niveau météo, c'est l'histoire du manteau neigeux, le terrain, et ensuite, bien sûr, il y a des petits pièges. Donc dans la lecture du manteau neigeux, il y a un truc qui est vraiment important qui crée 90% des morts en avalanche pour les gens qui circulent dans la montagne, pas les autres, ça c'est un autre phénomène. C'est ce qu'on appelle les sous-couches fragiles. C'est que dans ces chutes qui sont étalées tout l'hiver, qui font 20 cm, qui font 50 cm, qui font 1 mètre, parfois il y a une couche qui va se transformer par ce qu'on appelle un gradient de température et qui va faire comme du sel en fait. Elle n'a aucune consistance. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sous-couche fragile. Si par hasard, dans l'hiver, elle se crée, elle va rester tout l'hiver. Donc si on a une sous-couche fragile, en fait, d'un coup, le manteau, il devient un petit peu alarmant. Donc quand on est dans un hiver où il y a ces sous-couches fragiles, en tant qu'alpiniste, il faut faire très attention. Donc c'est quelques données de compréhension. Donc si je comprends le niveau météo, si je comprends la géographie, si je comprends les sous-couches fragiles, déjà, je peux prendre des décisions pour essayer de contourner tout ça. D'accord. Pour les habitations en bas, c'est beaucoup plus compliqué. C'est qui dit le risque en fait? Qui s'occupe de ça? C'est Météo France. Et Météo France, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Ils avaient 2500 observateurs dans les vallées, dans les terrains de montagne et partout en France. Et ils ont réduit de presque 50% ces observateurs. Donc il n'y a plus d'observateurs, ce sont que des modèles mathématiques de météo. Donc en fait, j'habite ici à Chamonix. Ce qui s'est passé dans ma petite vallée au-dessus de ma maison, personne ne l'observe. Avant, il y avait un observateur qui était à Chamonix qui observait ça, qui pouvait... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Météo France n'est plus capable de faire de la micro-météo.
Ils font des modèles mathématiques, ils donnent des tendances, ils donnent une vision globale. Mais par contre, localement, c'est pour ça que parfois on a des crues énormes et tout le monde est surpris, comme ce qui s'est passé en Espagne là, il y a quelques jours. Donc en fait, le système aujourd'hui qui dit le risque, il est défaillant en France. Parce que Météo France a perdu ses observateurs, les communes n'ont pas mis des observateurs à la place, ou les préfectures. Donc en fait, on a une espèce de zone d'ombre. Et donc moi, ma sensibilité sur les habitations, c'est qu'on a régressé en termes de prédiction du risque, parce que personne ne s'en occupe. Voilà, c'est problématique ça, du coup. Donc c'est très problématique. Donc aujourd'hui, on a augmenté le nombre d'habitations en montagne, partout, les stations de ski, etc. Donc il y a plus d'urbanisme en montagne. Il y a des couverts d'avalanche, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Par contre, il y a plus de maisons qui sont exposées et il y a moins de ressources pour essayer de prédire le risque. Donc demain, on aura des catastrophes qui seront importantes. C'est écrit. Il y a quoi qu'on fasse. Donc c'est vrai que je distingue bien la haute montagne où les gens peuvent y aller ou ne pas y aller, changer d'itinéraire, des habitations qui, elles, sont gérées par l'autorité publique. Et là, pour le coup, il y a un peu à mon avis, il y a encore du travail pour remettre à niveau un système de prédiction du risque qui n'est pas du tout à niveau aujourd'hui en France, qu'il est beaucoup plus en Suisse, par exemple. Ils sont bien meilleurs que nous en Suisse sur ce sujet-là. Et quand tu parles d'observateurs, c'est humain ou alors c'est... combiné. C'est combiné des mesures, des capteurs, de l'humain. Enfin, c'est mettre en place des mesures et de l'observation réelle de terrain. De ne pas se contenter d'avoir un satellite qui survole, qui dit il va neiger, il est neigé, etc. Il faut vraiment mesurer ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment la seule solution. Mais c'est étonnant avec toutes les nouvelles technologies aujourd'hui qu'il y ait ce problème-là actuellement. C'est hallucinant, tout à fait. Pour moi, c'est un sujet de colère. Pour le coup, j'ai de la colère par rapport à ça. Je le dis ici à Chamonix, au maire, j'arrête pas de faire un peu le lanceur d'alerte sur ce sujet. Et là, j'en profite pour le refaire encore. Oui, bien sûr. Oui. Mais non, il y a un sujet, il y a un vrai sujet. Et on a les moyens techniques de le faire mieux, mais il faut investir un peu d'argent. Surtout que le coût humain derrière et matériel ne vaut pas peut-être l'investissement de capteurs ou de moyens d'observation quelconque. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut investir, mais voilà, après, un maire, il fait... Je vais venir manifester avec toi si tu veux. Ouais, non, mais voilà, mais en tout cas, il y a... mais c'est valable. Alors là, on parle des avalanches, mais c'est valable pour les crues torrentielles, pour les tornades, pour les zones inondables en littoral maritime, etc. En fait, là, ce que je suis en train de décrire, je prends l'exemple de l'avalanche, mais ça s'étend à tous les risques naturels, en fait. Après, alors là, on parle évidemment à l'échelle française. Oui. Bah après, j'allais dire les tornades, c'est compréhensible. Oui et non, dans le sens où c'est pas l'Amérique. Les tornades, on en a non, une fois. à part qu'on commence à avoir ce qu'ils appellent des medicanes, s'il y a des hurricanes, donc c'est la tornade en anglais, hurricane. D'accord. Et donc en Méditerranée. Donc on appelle ça les medicanes pour parler de la Méditerranée. Mais on commence à avoir des ouragans en Méditerranée qui sont extrêmement puissants et qui ressemblent à ce qu'on a sur le golfe du Mexique, sur la Floride. Donc il faut pas croire que ça n'arrivera pas. Oui. Ce qui s'est passé en Espagne, c'est vraiment hyper intéressant. Parce que cette fameuse goutte froide qui est descendue, qui a amené en quelques heures ces flots d'eau à des niveaux soi-disant non prévisibles, ben voilà. Non, c'est peut-être prévisible. Qu'une goutte froide descende du pôle Nord ou du pôle Sud, remonte du pôle Sud sur l'hémisphère Sud, c'est possible. Ça fait partie des éléments qu'on aura demain. Donc, et même Valence, c'est tout près, et quand on voit ce qui s'est passé... Et la goutte froide en question, si on regarde la trajectoire du modèle météo, elle pouvait être sur les Pyrénées, sur la France, sur la partie française. On aurait pu avoir à Toulouse exactement la même chose. Donc non, mais j'allais passer à Valence, mais si on regarde le début de cette goutte froide qui a généré ces tornades et cette pluie très forte, la trajectoire au départ, elle passait plutôt à droite des Pyrénées. Elle est passée à gauche, côté espagnol, mais c'est un hasard, quoi. Bah, ça tombe à pic, parce que j'aimerais te poser cette dernière question, qui, certains l'esquivent, donc tu peux l'esquiver, mais avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, t'as des enfants, t'en as 2 ? 4. Ok. Eh ben, félicitations. Voilà, on est nul et parfait. Bon, alors c'est vrai que toi c'est un peu différent, mais ça m'intéresse parce que t'as clairement l'âge de mon père à l'heure actuelle. Ouais, bah, je vois bien. Bon, voilà. Ça va, c'est que je suis encore jeune, ça va. Ça va, ouais. Moi, ça m'intéresse, la réponse à cette question qui est la suivante, c'est qu'est-ce que tu penses du monde de demain ? Et surtout, bien que ce soit un choix qui soit strictement personnel, est-ce que tu aurais tendance à comprendre aujourd'hui les jeunes qui ne voudraient pas faire d'enfants par rapport à tout ce qui se passe, que ça soit politique, environnemental,
Et oui, déjà, Mais ces alors, deux points-là. Déjà, parmi mes quatre enfants, il y a la dernière qui dit qu'elle en veut pas, qu'elle préfère adopter, etc. Donc elle est déjà dans cette posture-là, donc elle l'évoque. D'accord. Donc je suis concerné Bien parmi sûr, mes ouais. enfants. Les autres, ils y vont piano, quoi. L'aîné, il a 29, ils n'ont pas la capacité, ils ont un tout petit appart à Paris de 30 mètres carrés, donc matériellement, c'est difficile d'avoir des enfants. Ils en voudraient, je pense, avec sa copine. Mais en même temps, c'est difficile. Donc moi, je comprends. Et en même temps, j'ai envie de dire, alors, on est 9 milliards d'habitants, on est beaucoup. Hein. C'est sûr, il ne faut pas s'exciter trop sur faire trop d'enfants, etc., je pense, au niveau global, mais ça concerne l'Afrique, l'Asie, etc. Nous, on est plutôt dans des pays qui vieillissent. Donc, bon, voilà. Après, on peut transférer, ouvrir les portes, etc., bien sûr. Donc, moi, c'est pas tant de faire des enfants, c'est plutôt la question de l'espérance, la question de l'espoir, la manière de voir l'avenir. C'est sûr que c'est pas hyper cool. Hein. Je veux dire, je suis lucide, j'ai fait, tu l'as évoqué, l'école de guerre, je m'intéresse à la géopolitique, etc. Donc ça va, j'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Et en même temps, moi je dis souvent à mes clients, quand on part en montagne, quand ils ont très peur, je leur dis, le pire n'est jamais certain. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'interdire de construire un avenir meilleur que celui qu'on observe aujourd'hui ou qu'on pense qu'il va advenir. C'est pas certain que ça se passe tout le temps tout mal, quoi. Je pense que si on avait discuté avec les gens qui ont vécu l'installation du mur de Berlin en 49, qui imaginent qu'en 89, il allait s'effondrer 40 ans après, qu'il n'y aurait plus ce mur et que l'Allemagne a été réunifiée, bah, personne ne l'aurait dit. Donc les gens étaient en déprime quand ils ont eu les familles qui ont été séparées, une dans un monde communiste, l'autre dans un monde occidental, etc. Donc en fait, moi, j'aurais envie de dire, même si le pire est possible, le pire n'est jamais certain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr qu'il faut essayer de combattre le pire tout le temps, et jamais avoir une espèce de désespérance qui empêche de vivre et d'agir. Donc c'est une espèce de chemin, une ligne de crête hyper étroite, c'est-à-dire d'être lucide. On est obligé d'être lucide sur le monde, hein. Trump est là, Poutine est là, etc. Mais tu ne sais pas ce qui se passe dans 5 ans. Dans 5 ans, Poutine n'est plus là, Trump a peut-être pas fait tout ce qu'on imagine qu'il va faire, peut-être le faire différemment. Donc le pire n'est jamais certain. On a l'obligation en tant qu'humain d'avoir de l'espérance. Enfin, pour moi, c'est une posture. Je veux dire, qu'est-ce que ça t'apporte d'être pessimiste? Sincèrement. Est-ce que ça te rend plus heureux? Est-ce que tu vas être plus lucide? Est-ce que tu vas mieux anticiper? Non. Alors je dis pas qu'il faut être en mode béni oui, bisounours, et happiness, etc. Donc non, de la lucidité et l'espérance. Mais la lucidité aussi, c'est-à-dire il ne faut pas non plus dire que tout va bien. Oui, bien sûr. Voilà. Et prendre sa part à son niveau et pas essayer de prendre la part de tout le monde. En fait, c'est pas possible de porter des sacs à dos qui posent des tonnes, c'est impossible. Tout n'est pas sous notre contrôle et ça, faut l'accepter. Exactement. Ouais. Voilà. Ça, c'est très dur. Ouais. Moi, le premier, j'aimerais bien changer le monde, mais c'est pas possible. On ne peut pas, ouais. C'est malheureusement. C'est ça. Oui, il faut même présenter aux élections présidentielles. Ouais, mais même, on voit bien, il a pas tant de pouvoir que ça. En réalité, il y a tellement de force en présence aujourd'hui. Donc en réalité, arrêtons de fantasmer sur un monde qui va s'effondrer. Arrêtons de toujours raconter ce récit-là. On n'a pas le droit sur le plan éthique, parce qu'on n'est même pas sûr que ça va se passer. Voilà, parce que tous les gens qui ont été des espèces de millénaristes qui ont prévu la fin, l'effondrement du monde, ils se sont trompés quand même. Ils sont tous trompés. Voilà. Bah, je trouve que c'est un beau mot de la fin. C'était top. Franchement, tu m'as... Comme tu l'as vu, j'ai 5 grands pieds de vie dans ma vie. Bah oui, oui. Et on en a traité une grosse partie, en tout cas tous ceux que je voulais. Juste petite chose avant de terminer. Une question de fin que j'aime bien poser, qui est un peu trash, ouais, vas-y. Dès que j'aime bien poser. C'est si aujourd'hui, par exemple, ou demain, ça serait ton dernier jour, ça serait quoi les derniers mots que tu dirais? Ou les phrases? Parce que les mots, c'est un peu compliqué. Vraiment, je mettrais tout mon amour et toute mon énergie pour mes proches, en fait, ma famille immédiate, c'est-à-dire ma femme, mes enfants et mes parents, et puis après on élargit petit à petit si on a le temps. Mais oui, de leur dire une fois encore, parce que je le dis souvent, je n'attends pas ce moment-là pour le dire, tout l'amour que je leur porte. Mais voilà, c'est tout, parce qu'en fait, si on regarde son destin d'humain, tous les gens qu'on croise, des amis ou les collègues de bureau, etc., c'est quand même des relations qui sont lointaines. Je veux dire, ce qui est essentiel, voilà, c'est un peu conservateur peut-être de le dire, mais c'est proche, quoi. Il faut prendre soin de ses proches, c'est important. Donc c'est à eux que je penserai, je pense, en premier, et de loin.
Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Ben, merci Tom, alors il faut mettre un S. Ouais, tu peux m'appeler Tom. Ouais, Tom, c'est ça. Tom, ça Tom, passe très bien. Ben, merci et puis bravo pour ce que tu fais. C'est très gentil. Et puis, pour celles et ceux qui sont encore là à la fin, vous êtes des vrais. Et puis, sachez que vous pouvez partager le podcast. Vous pouvez mettre votre plus beau 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. T'écoutes sur quoi? Quelle plateforme, toi, Blaise? T'écoutes pas sur les plateformes d'écoute? Si T'écoutes sur quelle plateforme? Ouais, je suis un peu sur Deezer, un peu Deezer, sur Spotify. Ok, voilà. ça marche. Si tu Oui. peux Non, mais je vais prendre mettre ton temps pour mettre ton plus beau 5 étoiles sur Spotify, Je vais le t'en faire. serai Je vais le très faire. gratifiant. C'est vraiment la seule chose que je demande et qui peut vraiment faire bouger, aider les choses. Ouais. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté. Merci Blaise encore. Et puis, je vais vous filmer après une petite vue derrière Du glacier. du glacier. Ça sera sympa. Merci à tous. Au revoir. Le Mont Blanc, il est là-haut, les amis. On le voit pas, mais il est là-haut.